La maison s'est mise à secouer dans tous les sens. C'était de droite à gauche et ensuite on dirait que ça montait et descendait. Plus la rupture se fait à proximité du sol, plus les effets en sont bien entendu sensibles. Il y a toujours des ruines partout. Et à chaque fois, ça nous rappelle ce qu'on a perdu. Tout peut basculer en 35 secondes. D'un seul coup, il faisait noir, et comme au milieu de la nuit. Il y avait beaucoup de panique et nous n'avions que 30 minutes pour rassembler nos affaires. Tremblement de terre, éruption volcanique. Quand la terre se met en colère, elle crache le feu, tremble et sème la panique et la mort. Depuis la nuit des temps, ces sautes d'humeur de la croûte terrestre provoquent les catastrophes les plus spectaculaires et les plus meurtrières. Rappelez-vous, 2010, à des milliers de kilomètres de distance sur 2 îles, Haïti et Islande, 2 catastrophes, l'une impressionnante, l'autre tragique. 2 phénomènes géologiques qui se ressemblent étrangement. 2 drames qui ont laissé l'homme impuissant face aux forces de la nature. Mars 2010, la Terre crache ses entrailles et pulvérise des milliers de tonnes de poussière volcanique dans l'atmosphère. L'Europe découvre un volcan islandais au nom imprononçable, Eyjafjallajökull. En quelques jours, il va paralyser le trafic aérien d'une partie de la planète, entraînant une véritable panique. En Islande, les premiers touchés sont les habitants qui assistent impuissants à ce spectacle effrayant. C'était apocalyptique, si on peut le dire. C'était quelque chose comme la fin du monde quand on était sous la nuage du centre. Située entre le Groenland et la Norvège, l'Islande est installée juste sur un point chaud, là où le magma remonte vers la surface. Mais surtout, elle se trouve à cheval sur 2 plaques tectoniques, la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. Sur cette faille qui traverse le pays, une gigantesque chaîne de volcans, parmi lesquels l'impressionnant Eyjafjallajökull. L'histoire de l'Islande, cette île du Nord perdue dans l'océan Atlantique, a été rythmée par les événements naturels. Elle est sortie de la mer sous la pression des volcans sous-marins. Ici, tout rappelle la force de la nature. Des plages de sable noir volcanique, un paysage rude et surtout ces volcans. Nombreux, 200 cratères dont 130 actifs qui façonnent ces paysages. Nous avons environ 30 éruptions tous les siècles. Et donc entre 300 et 400 éruptions depuis que l'homme s'est installé en Islande. La dernière en date, celle de l'Eyjafjallajökull, a fait parler d'elle. Voici comment tout a commencé. Nous sommes le 20 mars 2010. Au cours de la nuit, une éruption de lave rouge déchire un flanc du volcan.
On avait de la chance avec le lieu de cette éruption, parce que là où elle était, elle ne provoquait ni inondation ni éruption explosive. On avait une belle éruption avec des fontaines de lave rouge qui coulaient lentement. On voyait des cascades de lave, c'était spectaculaire et beau. À tel point que l'éruption devient une attraction pour les Islandais et les touristes de passage. Gudlaug Ósk Vansdóttir vit avec sa famille à quelques kilomètres de l'Eyjafjallajökull. Les premiers soirs de l'éruption, elle est aux premières loges. C'était vraiment incroyable, indescriptible de voir la lueur rouge et le feu dans la montagne. C'était majestueux, beau et effrayant à la fois, car je ne savais pas s'il pouvait y avoir des conséquences. Cette première éruption dure 3 semaines jusqu'au 13 avril et ne fait aucune victime. Mais le monstre n'a pas dit son dernier mot. Dans la soirée du 13 avril, d'intenses tremblements de terre ont commencé au sommet du volcan. Et ça ne laissait rien présager de bon. Et à 1h30 du matin, l'éruption a eu lieu. Le 14 avril, quand le jour se lève, voici à quoi assistent les Islandais. Une seconde éruption, ultra puissante celle-là, l'équivalent d'une bombe d'Hiroshima qui explose toutes les 3 minutes, soit 600 bombes en une journée. Arman Olskulson est volcanologue à Reykjavik. Il nous explique pourquoi cette éruption est aussi explosive que spectaculaire. Ce type de magma est explosif. En plus, on a un glacier. C'est comme si tu as une casserole avec de l'huile et tu fais chauffer l'huile et tu jettes de l'eau dedans. Ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on a un magma qui est très, très chaude, beaucoup plus chaude que le glacier et de l'eau. Et dès que le magma touche le glacier ou de l'eau, l'eau va évaporer dans une explosion. Donc, à cause de la différence de température. C'est donc le contact de ce couvercle de glace épais de 200 mètres avec la lave du volcan qui provoque les violentes explosions successives. Les populations qui vivent aux alentours sont cette fois-ci en alerte, car la fonte du glacier peut provoquer une vraie catastrophe. Avec la pire des éruptions sous le glacier, on peut s'attendre à une inondation de 14 mètres de haut. Et dans ce cas-là, ma maison serait détruite et je ne pourrais pas y revenir. Toutes les éruptions sous glaciaire créent une inondation. Et ça, c'est bien sûr, ça c'est dangereux, surtout s'il y a des gens qui habitent autour. Et ça détruit des routes et des maisons si les maisons sont sur le chemin de l'inondation. Les autorités ont mis en place un système d'alerte par SMS afin d'évacuer les 700 habitants de la zone le plus vite possible. Quand c'est arrivé, on a reçu ce message, mon mari et moi. On a toujours vécu avec cette menace, mais on était certain que rien n'arriverait, tout au moins pendant notre vie. Alors quand l'éruption a commencé, c'était un choc. Il y avait de la panique. Nous n'avions que 30 minutes pour assembler tout ce qui est important. Photos, ordinateurs ou autres, et bien sûr les enfants. Tout cela doit se faire en une demi-heure. Il y a vraiment beaucoup de panique, car vous ne connaissez pas l'ampleur de l'éruption ou de l'éventuelle inondation. En effet, dès le 14 avril, une inondation déferle sur l'île, mais elle épargne la famille de Gudlaug. Le volcan, lui, continue de cracher ses cendres dans l'atmosphère. Et conséquence inattendue, dans le sud du pays, un épais nuage de poussière volcanique recouvre toute la région.
Aujourd'hui, la prairie est redevenue verte dans cette région peu peuplée. Mais Magnus Asgersson, le propriétaire de cette ferme, se souviendra longtemps de cet étrange 14 avril au matin. C'était bizarre, mais quand le centre tombait, il faisait un silence absolu. On n'entendait pas la cri des oiseaux. C'était le silence total comme dans une chambre isolée. Et puis le centre, ça rentrait partout. À l'intérieur de la maison, etc., etc. On était couverts de cendres. La tempête de cendres dure plusieurs jours. C'était vraiment dégoûtant. Tout est gris, noir. Ça brûle les yeux et les voies respiratoires. Et on ne sait jamais combien de temps ça va durer et rester tout noir. Un voile gris anthracite recouvre la végétation. Par endroits, plusieurs centimètres de cendres s'accumulent. Magnus Asgersson élève des moutons. Il en possède plus de 40. Cette race très rare, réputée pour la qualité de sa laine, vit en Islande depuis des centaines d'années. Le nuage de cendres a rudement touché son troupeau. Quand les moutons mangent l'herbe, où il y a du cendre, il y a un peu de fluor qui rentre dans le corps des moutons. Et le fluor, ça peut déformer les dents et les os des moutons. Et dans ce cas-là, on est obligé de les abattre. Les agneaux, c'est sûr et certain, il faut les abattre en automne. Et si les moutons ont été touchés aussi, alors il faut faire pareil. La dernière race pure de moutons au monde a été terriblement fragilisée par la catastrophe. Et pour moi, ça c'est un peu dommage parce qu'on a eu la même race ici depuis des siècles quasiment, qui savent se protéger contre la pluie, contre la neige et le vent. Mais au-delà de l'Islande, à des milliers de kilomètres de là, c'est toute l'Europe qui va subir les conséquences de cette explosion volcanique. Car le vent s'est levé et souffle d'ouest en est. Le panache de fumée s'élève à 10 km d'altitude dans le ciel. Il est formé de cendres très légères mêlées à de la vapeur d'eau produite par le choc thermique entre la lave du volcan et la glace qui le recouvre. En quelques jours, le ciel de France est touché. Cette combinaison-là a créé des cendres ultra fines, des cendres plus petites qu'un micron. Et c'est surtout cette cendre-là qui est partie vers l'Europe. Ces particules, ils sont tellement petits que ça ne veut pas du tout se reposer. Et donc, ça c'est pourquoi ça a plus ou moins circulé toute l'Europe parce que les cendres ne voulaient pas se reposer. Ces cendres mélangées à la vapeur d'eau peuvent littéralement givrer les réacteurs des avions et les empêcher de fonctionner quand ils sont en plein vol. Dès le 15 avril, c'est-à-dire 2 jours après l'éruption du volcan, les avions des aéroports européens sont interdits de vol. Le 16, 100 aéroports sont fermés. Et la situation empire. Elle atteint son maximum le 19 avril. Ce sont alors près de 7 millions de voyageurs, dont 150 000 Français qui sont bloqués dans plus de 300 aéroports dans le monde. Des tests effectués sur les avions au cours des jours suivants permettent de suivre l'évolution de la situation. Le trafic aérien reprend progressivement à partir du 21 avril. Mais le mal est fait. Les pertes pour l'économie internationale s'élèvent à plus de 5 milliards d'euros. Le monde entier redécouvre que l'Islande est une île volcanique. Et pourtant, ce n'est pas nouveau. De nombreuses éruptions ont jalonné l'histoire de cette région volcanique et directement menacé la vie de milliers de personnes. Voici l'archipel des îles Westman.
18 îlots sauvages à seulement 10 km des côtes islandaises. Heimaey, l'île principale est la seule qui soit habitée. Heimaey, une île majestueuse entourée de montagnes et bien sûr de volcans. Au centre, un petit port paisible où vivent 4000 personnes, qui savent très bien qu'elles sont sous la menace de ce volcan qui peut se réveiller à tout moment. Il y a moins de 40 ans, la catastrophe est arrivée sans prévenir. Nous sommes le 23 janvier 1973. Au petit matin, le volcan Eldfeld entre soudainement en éruption. De la lave jaillit du cratère alors que des projections de cendres et de roches volcaniques retombent sur le village. Tous les habitants de l'île sont rapidement évacués vers le continent. Mais la lave, elle, continue d'avancer inexorablement vers le village et détruit un tiers des habitations. On voit très clairement aujourd'hui l'endroit où la lave s'est arrêtée. Johan Jönsson est revenu vivre sur son île. Il a construit sa nouvelle demeure à quelques mètres de la maison de son enfance recouverte par la lave. Depuis, la végétation a repoussé. Ce tableau montre la vue de l'ancienne rue d'à côté. Toutes ces maisons ont disparu sous la lave et ça montre la vue du jardin de la maison de mes parents. Ce sont donc les maisons du voisinage. Et avant, on voyait d'ici l'entrée du port, quand les bateaux rentraient de la pêche. Maintenant, évidemment, on ne voit plus rien car il y a une montagne qui bouche la vue. Ma maison, elle était ici. Voici le pilier de la porte du jardin. Et là, il y avait les escaliers. Je n'ai fait que déménager en face, à 15 ou 20 mètres. J'ai vécu ici toute ma vie sur ce petit bout de terrain. C'est depuis le toit de son ancienne maison qu'il montre les vestiges du quartier disparu. Ce bout de béton, c'est la cheminée de la maison de mon voisin. Mais elle se trouvait dans la rue d'à côté. Et c'est la lave qui l'a poussée jusqu'ici. À l'époque, Johan était un enfant, mais il se souvient parfaitement de la nuit de l'éruption. Je ne m'étais pas couché, je révisais mes cours. Et au début, ça ressemblait à un bruit lointain. C'était ce que j'ai entendu en premier, comme un bruit sourd. Je croyais que le vent était revenu, mais je suis allé vers la fenêtre et j'ai constaté que c'était bien pire. Je croyais que les maisons dans le quartier avaient pris feu, mais quand je suis sorti, j'ai vu que c'était une éruption. J'ai réveillé mes parents et je leur ai dit ce qui se passait dehors. Et tout est allé très vite. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Par chance, la veille, une tempête a empêché les bateaux de sortir. Ils sont tous à quai et en moins de 2 heures, ils embarquent les habitants qui sont tous évacués par la mer. Les gens sont partis tels qu'ils étaient. Ils se sont tout simplement enfuis. Ils n'ont rien emmené avec eux. Le minimum, un petit sac avec des vêtements, tout était laissé derrière. Personne ne savait ce qui allait se passer. Le lendemain de l'éruption, il ne reste sur Heimaey que 300 sauveteurs. Ils vont tout tenter pour sauver ce qui peut encore l'être. Le danger vient de la coulée de lave qui continue d'ensevelir le village. Les pompiers projettent alors des millions de litres d'eau de mer pour solidifier la lave et détourner la coulée. Une technique inédite à l'époque qui va fonctionner et permet de préserver la plus grande partie du village. Jusqu'en avril, le volcan continue d'être actif. Puis, progressivement, son activité décroît. C'est en juillet, 7 mois après le début de l'éruption, qu'il se calme définitivement. Sur place, un paysage lunaire.
Des millions de tonnes de cendres recouvrent l'île. En tout, 360 maisons sont détruites, dont 70 totalement ensevelies sous la lave. Les 2/3 de la population reviendront vivre ici, mais seulement 2 ans plus tard, après que d'importants travaux aient redonné vie à ce champ de ruines. L'île a gagné 2 km². Le port est bien mieux protégé car son chenal, transformé par la coulée de lave, s'est resserré considérablement. À Emei, tout paraît à nouveau paisible. Mais le volcan peut se réveiller n'importe quand. Et les vestiges des maisons ensevelies, comme une Pompéi du Nord, viennent rappeler aux habitants qu'un monstre sommeille tout près d'eux. Je me sens bien ici et en sécurité, mais il est vrai que le volcan Eyjafjallajökull est un rappel désagréable, parce que ça fait remonter ses souvenirs tristes à la surface. Ces éruptions volcaniques n'ont fait aucune victime. Elles sont une menace qui laisse le plus souvent le temps aux populations de fuir et de se mettre à l'abri. Les séismes, eux, ne laissent aucune chance aux hommes. En quelques secondes seulement, les tremblements de terre détruisent tout. C'est ce qui s'est passé en Haïti en janvier 2010. Nous sommes le 12 janvier. Il est 16h53. La terre tremble pendant près d'1 minute. Ce séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter est l'un des plus meurtriers que l'homme n'ait jamais connu. « 200 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1 million de réfugiés. C'est la capitale, Port-au-Prince, qui est principalement touchée. Dans les rues, juste après la secousse, les habitants découvrent une ville détruite, des cadavres et des décombres. Le centre historique est presque entièrement rasé. De nombreux quartiers périphériques sont en ruine. Le tremblement de terre a eu des effets dévastateurs. Voici la position géographique d'Haïti. Le pays se trouve dans la mer des Caraïbes. Au nord, la plaque nord-américaine et au sud, la plaque Caraïbe. L'île est prise en sandwich entre ces deux plaques. Le 12 janvier 2010, c'est la faille du sud qu'on appelle Enriquillo qui s'est mise en mouvement à 30 km de la capitale, Port-au-Prince. Ces deux plaques ont tendance à coulisser l'une par rapport à l'autre, comme s'il s'agissait finalement de deux trains qui glisseraient sur les rails d'un même quai, d'accord, dans les sens inverses, l'un par rapport à l'autre. Et c'est ça qui provoque les frottements, c'est ça qui provoque le séisme. Et ce frottement a provoqué une secousse ultra puissante. Ce supermarché de Palamera, la banlieue de Port-au-Prince, était équipé de caméras de surveillance qui ont filmé le séisme en direct. Shadi Némé, le gérant du magasin, était là le 12 janvier. Il y avait pas mal de clients au supermarché ce jour-là. Tout le monde était affolé et voulait sortir, mais à cause des marchandises qui étaient par terre, c'était pas facile. Il y a une caméra à l'arrière qui a filmé deux femmes qui se tenaient par les bras. Et c'était vraiment difficile pour elles, parce qu'il y avait des objets partout par terre. Mais finalement, elles ont pu s'en sortir. Miraculeusement, aucun client ou employé n'a été blessé dans le supermarché, mais le traumatisme reste fort. Ce sera dur d'oublier l'événement du 12 janvier.
Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est à l'intérieur de moi. Je vis avec. Le tremblement de terre du 12 janvier est le plus destructeur qu'Haïti ait jamais connu. La rupture responsable du tremblement de terre s'est produite à une profondeur de à peine 10 km, c'est-à-dire très en surface par rapport à l'épaisseur, on va dire, de la Terre elle-même comme sphère. Et c'est l'extrême superficialité, la proximité par rapport à la surface qui est responsable de la très grande résonance que ça peut avoir à la surface. Donc si ça s'était produit beaucoup plus en profondeur dans le sol, on en l'aurait moins ressenti. Donc plus la rupture se fait à proximité du sol, plus les effets en sont bien entendu sensibles. Nous sommes à Fort-National, l'un des quartiers les plus touchés de la ville. Un secteur pauvre où la plupart des maisons n'ont pas résisté aux secousses. Les secours ont mis longtemps pour s'y rendre et les habitants ont dû se débrouiller par eux-mêmes, le plus souvent à main nue. C'est comme ça que Jean Sony a sauvé plus de 15 personnes durant les 2 jours qui suivent la catastrophe. Le 12 janvier, j'étais chez moi. Et puis je suis descendu ici pour m'amuser, pour prendre un verre avec mes amis qui étaient là et pour écouter de la musique. C'est ce qu'on faisait tous les après-midi. Et puis pendant qu'on écoutait de la musique, qu'on dansait et qu'on chantait, à un moment j'ai entendu un bruit venant de derrière. Et puis tout d'un coup, la terre s'est mise à trembler. Quand j'ai entendu le bruit, tout le monde s'est mis à courir. Et moi je me suis mis à me balancer de tous les côtés. J'ai même perdu une de mes chaussures. Je me suis précipité sur la route et j'ai vu des gens qui avaient des pieds cassés, des têtes écrasées, et la route qui était détruite, avec des maisons écroulées. Et là, j'ai entendu les gens dire « c'est un tremblement de terre ». Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Juste après le séisme, les habitants, hagards, recherchent leur famille, leurs voisins. Jean Sony, lui, part à la recherche de sa fille Stéphanie. Je remontais la rue pour aller faire des courses quand le mur s'est effondré sur moi. C'est ce mur en parpaing qui lui était tombé dessus. Elle criait « Papa, sauve-moi, papa, sauve-moi ». Et je me suis transformé, c'est comme si quelque chose s'emparait de moi. Et puis j'ai commencé à enlever les débris qui se trouvaient sur elle et j'ai réussi à la sortir de là. Miraculeusement, Stéphanie s'en sort avec seulement quelques contusions et des blessures superficielles. Jean Sony, avec d'autres habitants du quartier, assure les premiers sauvetages, dégageant comme ils le peuvent ceux qui sont encore en vie. Ça m'a donné beaucoup de courage quand les gens que j'avais sauvés revenaient vers moi pour me dire merci. Ça m'a donné la force de pouvoir aider d'autres personnes à sortir des décombres. Plusieurs milliers de personnes sont mortes ici, à Fort-National, dans ce quartier où les maisons, mal construites et avec des matériaux de mauvaise qualité, n'ont absolument pas résisté à la violence du séisme. Patrick Figaro est ingénieur architecte. Il explique pourquoi autant de bâtiments de ces quartiers pauvres, pourtant construits en parpaing, se sont effondrés le jour du tremblement de terre. En principe, le parpaing aurait pu résister si c'était bien construit. Il y a un sable qu'on utilise couramment en Haïti, c'est un sable calcaire qui n'est pas de qualité. Même en utilisant la quantité suffisante de ciment, on n'aurait jamais eu un bon résultat. Et la majorité des maisons en Haïti ont été construites avec ce sable. En effet, ce sable n'en est pas réellement. C'est du calcaire concassé qui se marie mal avec le ciment. Du coup, les parpaings sont fragiles. Mais qu'en est-il des bâtiments des autres quartiers dont certains sont construits en béton armé? Pourquoi n'ont-ils pas mieux résisté?
Je peux vous dire que depuis plus de 30 à 40 ans en Haïti, les normes de construction ne sont pas respectées. Les bâtiments ne sont pas construits par des ingénieurs. Moins de 10% des bâtiments ont été calculés. D'autant plus qu'il n'y a pas suffisamment d'acier dans le béton. Et le béton est aussi de très mauvaise qualité où il n'y a pas suffisamment de ciment. Un dernier facteur a fragilisé les édifices. En Haïti, on construit avec des dalles de béton. Ces dalles sont très lourdes. Les structures n'ont pas pu supporter le poids avec les secousses. Ce sont autant de châteaux de cartes qui se sont refermés sur leurs occupants, comme des pièges de béton. Jacinthe et Marguerite sont sœurs. L'une est française, l'autre haïtienne. Le 12 janvier 2010, au moment du tremblement de terre, elles étaient ensemble dans la maison de Marguerite. La même peur les a submergées. J'étais en famille, chez ma mère, avec mes sœurs. Et bon, on était bien, tranquille. C'était un après-midi agréable. Et j'ai entendu des bruits, mais moi, j'ai pensé à un bombardement. Je ne sais pas pourquoi. J'étais assise, hein, et la maison s'est mise à secouer dans tous les sens. C'était de droite à gauche, et ensuite, on dirait que ça montait et descendait. Et donc, c'était vraiment effrayant. Cette minute, enfin, on dit que c'est une minute, mais pour moi, c'était quasi une demi-heure que ça tremblait et que ça secouait. Leur maison tient le choc, mais la fille de Jacinthe, Françoise, et sa cousine Coralie se trouvent dans un autre quartier. Tout de suite, j'ai pensé à ma fille, parce que je venais de lui parler, elle était à l'hôtel Montana. Alors je me suis dit, s'il y en a eu ça là, qu'est-ce qu'il y a à l'hôtel Montana? Et j'ai eu une pensée tout de suite pour elle. On a essayé de les joindre, elles étaient deux, et il n'y avait pas moyen. Voici des images de l'hôtel Montana peu après le séisme. Quelques poignées de secondes ont suffi pour transformer un des plus grands hôtels de la ville en un champ de ruines. Il y avait le cendrier de Coralie qui a commencé à bouger un petit peu. On s'est échangé un regard d'incompréhension, puisque je n'ai pas très bien capté ce qui se passait. Et à partir de là, ça s'est assez vite enchaîné, puisque les vibrations ont augmenté. Et j'ai eu vraiment un sentiment que tout foutait le camp autour de nous. À ce moment-là, ça a vraiment secoué très, très, très fort. J'entendais pas de bruit précis, mais plutôt un bruit sourd. Un peu comme dans les films, en fait, où on a l'impression d'entendre bouh. Je me suis retrouvée après coincée, comme j'étais accroupie, coincée sur une chaise, avec des blocs de béton sur le dos, et la tête aussi coincée avec un peu de poids aussi sur la tête, ne sachant pas exactement ce que c'était. Donc ça m'a tout de suite fait flipper, comme on dit. C'était le mot, j'ai flippé. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pour moi, c'est une éternité. La mère de Françoise et sa sœur traversent la ville en ruine à la recherche de leur fille. Elles vont mettre 2 heures à pied pour atteindre l'hôtel qui, en temps normal, est accessible en 10 minutes de voiture. Au même moment, au Montana, Milo, le chauffeur qui vient de déposer Françoise et Coralie, se trouve coincé dans les décombres du parking. Il réussit à s'en extraire et porte immédiatement secours aux 2 jeunes femmes prisonnières. J'ai trouvé Coralie à terre, Françoise toute à terre. Coralie me dit, je suis Milo, 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 j'ai mort, Milo, j'ai mort. Coralie aussi, tout le monde criait, j'ai mort, je m'en dis non, Coralie, tu n'es pas mort, tu dois réveiller, tu ne peux pas mourir. J'ai donné la main à Coralie et je passe l'autre main jusqu'au fond, et puis ensuite, j'ai soulevé Coralie et j'ai fait la même chose pour Françoise aussi. 1 heure plus tard, Marguerite et sa sœur arrivent enfin à l'hôtel Montana. Je me suis mise à hurler leurs noms, Milo, Coralie, Françoise, et finalement, Milo m'a répondu. Il m'a dit, nous sommes par là. Marguerite est médecin. Elle va immédiatement prendre en charge les 2 jeunes femmes.
J'ai tout de suite réalisé qu'elles avaient toutes les deux des traumatismes de la colonne. J'ai dit, il me faut 2 plans durs. Et on a été donc prendre les bouts de porte de l'hôtel Montana et on les a couchés dessus et ficelés. C'est sur ce terrain en contrebas de l'hôtel qu'un hôpital de fortune est improvisé. Françoise et Coralie y sont installées. Marguerite se met alors à soigner d'autres victimes. On a travaillé vraiment pour essayer de sauver les gens, mettre des garrots, essayer d'arranger des fractures ouvertes, mettre des attelles. Vraiment, on a travaillé sans relâche. Et au fur et à mesure, d'autres personnes venaient et aidaient. Mais pour Françoise, le calvaire ne fait que commencer. À côté de moi, au fur et à mesure, les gens qu'on ramenait, il y avait des gens qui étaient... C'était horrible parce que les pleurs, les cris de douleur, ça arrache le cœur. Hein. Je trouve que, enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé ça plus fort que ma propre douleur à moi. Ça a été une nuit infernale, horrible. Je crois que l'enfer, c'est un peu ça. Le lendemain, un hélicoptère évacue enfin Françoise. C'était un soulagement, oui. Je peux dire que c'était un soulagement. C'était surtout plus qu'un soulagement, une délivrance. Les 2 jeunes femmes sont transférées à l'aéroport de Port-au-Prince. Leur état est jugé sérieux. Elles doivent être transférées vers un hôpital au plus vite. 48 heures après le tremblement de terre, elles embarquent enfin à bord d'un avion français, direction la Martinique. C'était vraiment une grosse urgence. Coralie avait un traumatisme crânien, mais qu'on arrivait à contrôler, tandis que Françoise commençait une paralysie des membres inférieurs. Donc, il fallait que Françoise s'en aille au plus tôt. Donc, elle est partie par cet avion. Grâce à cet avion, on a pu la mettre couchée sur sa porte dans l'avion. On est arrivé à Martinique à 7 h du matin. Mais je vous dis que c'était un jour merveilleux. Quand j'ai vu, vous savez, ces gros avions, ils s'ouvrent à l'arrière. Quand j'ai vu l'avion s'ouvrir à l'arrière et il y avait des ambulances, des pompiers, des infirmières, des médecins, tous sur le tarmac de l'aéroport nous attendant, j'ai dit à ma fille, je me suis penchée, je l'ai embrassée, je lui ai dit, le ciel s'est ouvert. Tu es sauvée. Après de nombreuses interventions chirurgicales pratiquées à l'hôpital de Fort-de-France en Martinique, Françoise est sauvée. Suivra une longue et difficile période de rééducation. Je me sens assez solide et prête à repartir de l'avant, je pense, parce que mon corps est différent, mais il a une histoire à raconter maintenant. C'est une façon différente de voir les choses. C'est bon. Ça a été long, mais très... j'ai tellement été bien entourée, bien prise en main que... On ne peut pas revenir en arrière, il faut aller de l'avant, il faut voir et j'arrive à marcher, j'arrive à danser un peu, j'arrive à prendre mes neveux-nièces dans les bras, j'arrive à faire plein de choses, donc tout va bien. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire que la chance a été au rendez-vous. Aujourd'hui, Françoise veut retourner en Haïti où elle souhaite s'installer aux côtés de son père qui travaille à Port-au-Prince. Elle doit la vie à Milo, le chauffeur qui l'a sauvée des décombres, et à sa tante haïtienne qui lui a prodigué les premiers soins d'urgence. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Du fait du chaos dans lequel se trouvait la ville, les Haïtiens ont été les premiers sauveteurs dans les heures qui ont suivi la catastrophe. Les équipes internationales ont eu bien du mal à intervenir. L'extension urbaine de Port-au-Prince s'est faite de façon totalement incontrôlée. Les gens se sont installés dans les ravines, c'est-à-dire dans les torrents, dans les lits des rivières, se sont installés sur des pentes beaucoup trop fortes. Et surtout, on a construit les maisons avant même d'avoir pensé à créer les rues, les voies d'accès. De sorte qu'après le tremblement de terre, les ambulances, les secours ont eu tout le mal du monde à parvenir auprès des sinistrés, auprès des gens qui en avaient besoin. Puis sont arrivés progressivement 2000 sauveteurs internationaux.
À leur arrivée, les premiers des 700 secouristes français se mettent immédiatement au travail avec une seule priorité. Il est évident que la première priorité, c'est d'extraire des personnes qui sont ensevelies sous les décombres. Compte tenu des dégâts sur place où des milliers de bâtiments étaient effondrés, ça a été la première priorité. C'est pour ça que sont parties des équipes spécialisées en sauvetage des blêments, avec des équipes cynotechniques, des moyens de recherche hyper sophistiqués. Mais parallèlement, ont accompagné ces équipes spécialisées en sauvetage des blêments, des équipes de secouristes et des équipes médicales, parce qu'une fois les victimes extraites, il fallait bien les prendre en charge. L'un des premiers chantiers où les hommes de la sécurité civile vont travailler, c'est l'hôtel Montana, celui où Françoise et sa cousine Coralie ont été blessées. Plus de 300 personnes se trouvaient à l'intérieur de cet immense complexe hôtelier ravagé par le séisme. Combien sont encore en vie? C'est un véritable château de cartes qui s'est finalement effondré. Et le peu de poches de survie que l'on peut retrouver, des trous noirs, eh bien on essaye de chercher, on approfondit, on envoie les chiens, on glisse la tête, on crie, on appelle. C'est vraiment de la minutie, on cherche un peu à aller dans le fond et trouver quelqu'un finalement. La première personne du Montana qu'on a extraite des ruines, c'est Carla. Nous avons entendu donc une personne qui criait « Help me » à l'entrée d'un trou. Ça faisait un trou juste donc, sous toutes ces couches de béton. Cette femme était dans une poche de survie qui était assez grande, mais l'entrée était complètement bloquée. Donc en fin de compte, on voyait simplement un morceau de son pied. Elle était donc dans le noir complet, donc on a commencé par travailler sur cette personne de façon à l'extraire. Après plusieurs heures d'efforts, les hommes de la sécurité civile réussissent à lui sauver la vie. Non, c'est bon, c'est symétrique. La femme âgée de 65 ans s'en sort indemne. We go outside? We go outside? Mais ce n'est que le début, car derrière elle, dans une autre salle, plusieurs personnes sont coincées. Les spécialistes du sauvetage procèdent alors avec méthode. On prend 2 minutes. On met en place les étais, on ne s'engage pas n'importe comment, donc la sécurité prime avant tout quand même. Et une fois qu'on a fait, on va dire, une méthode de travail, qu'on a jugé qu'il était bon de percer à tel endroit, etc., eh bien on se met au travail. Là maintenant, il faut percer, disquer, mettre tout en œuvre pour pouvoir les sortir de manière la plus sécurisée possible. Et une fois qu'on a atteint le but, on envoie un premier secouriste à l'intérieur qui se glisse avec cette victime, pour déjà lui faire un premier bilan, savoir comment elle va, est-ce qu'elle est consciente, leur donner de l'eau aussi, et puis surtout qu'elle nous parle tout du long. Garder le contact avec la victime, c'est très important, puisque la victime est seule depuis de nombreuses heures. Elle n'a plus aucune notion de repère, ni de temps, elle ne sait plus où elle est. Donc la garder, ça veut dire aussi lui dire on arrive, on est là. Elle va garder espoir, elle sait qu'on va tout mettre en œuvre pour la sortir. En tout, les secouristes réussiront à sortir 7 personnes vivantes des décombres, dont cet Américain qui n'en revient pas. Allez. Est-ce qu'il y a un casque pour lui là? Ouais, je vais donner le mien celui-là. Oh, you're the best. Thank you. Au Montana, les opérations de sauvetage vont durer plus de 72 heures d'affilée. Ce qui permet de tenir et de rechercher pendant des heures et des heures, c'est le sentiment que parfois, ces quelques heures qui nous permettent de travailler donc au-delà de nos limites sont des heures qui vont permettre de sortir des victimes vivantes. Et je crois que nos personnels, finalement, la satisfaction de leur semaine et de leur mois d'entraînement, c'est ça, c'est arriver à sortir une victime vivante. Au lendemain de la catastrophe, alors que les équipes de sauvetage du monde entier tentent de retrouver des survivants, une question se pose. Pouvait-on prévoir ce tremblement de terre? Sachant que Port-au-Prince est construit sur une faille, existe-t-il des précédents dans l'histoire? Cette faille, elle a joué la dernière fois, sensiblement en 1751, où elle a littéralement dévasté la ville qui venait d'être fondée. Port-au-Prince date de 1749. Donc c'est une ville à peine fondée qui s'est effondrée du fait de ce tremblement de terre. Mais alors, près de 260 ans plus tard, les scientifiques pouvaient-ils envisager un nouveau tremblement de terre?
il y a eu un article un an avant qui prédisait dans les détails, si vous voulez, l'ampleur de ce que pourrait être un séisme si jamais il survenait à ce moment-là. Et un an après, nous avons eu le séisme avec l'ampleur, la magnitude, à quelques centièmes près, prévus par le géophysicien Éric Calais. C'est dire donc que nous pouvions savoir, nous pouvions prévoir, mais nous n'avions pas les moyens de prédire à quel moment. Comme il y a 2 siècles et demi, le centre de Port-au-Prince a été totalement détruit par le séisme. Un séisme dont la première secousse a été suivie par de nombreuses répliques. Une menace pour les sauveteurs. Alors les répliques sont une vraie angoisse pour les secours français et pour les secours en général, parce que quand on est en train de travailler sur les chantiers, parfois sous des décombres que l'on a essayé de stabiliser un peu, le risque c'est qu'une réplique survenant, de nouveaux effondrements se passent, y compris sur les secours. On a l'impression que les répliques sont par définition inoffensives. Or c'est faux, parce que plusieurs répliques consécutives ont un effet cumulatif. Un peu partout à Port-au-Prince, comme ici dans le quartier de Fort National, les répliques ont fait des ravages. Nadine, cette jeune haïtienne, en sait quelque chose. C'est en portant secours à ses proches coincés sous les décombres d'une maison qu'elle a été victime d'une réplique. Pendant qu'on sortait avec ma petite cousine, elle s'appelle Christelle, on est sorti avec elle et c'est pendant qu'on la sortait et c'est à ce moment qu'il y a eu une réplique. Et le temps pour moi de sortir, la maison s'est effondrée. Il y a eu tout un pan du mur qui est tombé. Donc c'est pour ça que moi je suis tombée par terre et les blocs sont tombés sur moi. Et c'est là que je suis restée. Nadine reste emprisonnée alors qu'elle vient tout juste de faire sortir sa cousine. Quand je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, je ne me souviens même pas de là où j'étais. Et c'est quand j'essayais de me retourner, mais j'avais un poids sur le dos. Donc, c'était les blocs qui étaient sur moi. Donc, je n'arrivais pas. Et à chaque fois qu'il y avait des secousses, je m'attendais toujours à ce que quelque chose de pire m'arrive. Nadine va rester coincée pendant 5 longues journées dans le noir complet. 5 jours, 5 nuits, c'est long. J'avais terriblement soif. Ma langue était très lourde. J'avais l'impression d'étouffer à chaque fois, surtout que je suis asthmatique. J'avais des moments de panique aussi, parce que j'ai vraiment peur du noir. Et ce noir, c'est assez terrifiant. Et avoir des gens qui sont morts à côté de soi, personne n'a envie de vivre ça. Donc j'avais soif, mais en même temps, j'avais peur. Et il n'y avait pas d'ouverture pour qu'au moins il puisse passer un sachet d'eau pour moi. Rien. Je suis restée couchée, allongée. J'avais mal partout. À un moment, je ne sentais plus mon corps. J'étais comme engourdie. Mais quand je suis sortie, je me suis sentie mieux après. Mais ce qui restera gravé dans la mémoire de Nadine, c'est l'image de sa cousine Christelle dans les décombres avant qu'elle ne puisse la secourir le lendemain du tremblement de terre. Elle était forte pendant qu'elle était à l'intérieur aussi, pendant qu'elle a passé la soirée. Du 12, elle était forte. Sa mère est morte à côté d'elle, mais sa voix était claire. Elle me disait « Nadine, si tu ne peux pas me sauver, sauve quelqu'un d'autre. » Mais en fin de compte, elle est morte le lendemain. Et lundi, c'est son anniversaire. Et elle était une fille vraiment vivante. C'était une petite fille très vivante. Et elle me manque aussi. On a perdu beaucoup ce jour-là. Et lundi, on aura 6 mois depuis que ça s'est arrivé. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était hier. Il y a toujours des ruines partout. Et à chaque fois, ça nous rappelle ce qu'on a perdu. Les ruines nous rappellent tout le temps qu'on n'est rien,
Nadine a pu résister grâce à la force de son mental. Ce qui permet de tenir aussi longtemps dans un immeuble effondré, justement sur les décombres, c'est l'autoprotection de l'organisme. L'organisme possède des ressources lui permettant, à la phase d'alarme justement, qui est la phase de suite et de fuite ou de combat, de résister. Et en Haïti, on a justement enregistré un cas, le dernier cas qu'on a enregistré, c'est celui d'une grand-mère de 80 ans, qui a tenu 8 jours sans boire et sans manger sur les décombres. Mais alors, à quelle image les victimes peuvent-elles se raccrocher pour tenir le coup sous les décombres? En général, les gens ils pensent à leur raison de vivre. Et ils pensent à leurs enfants, ils pensent aux amis pour qui ils comptent beaucoup. Ils pensent à leur mission. C'est des gens qui ont des missions. Ils disent, moi, et ces enfants-là, à qui je vais les laisser? Il faut que je reste vivant pour que je puisse être là pour les enfants, pour que je puisse continuer à faire mon travail. Et parfois, le mental est suffisamment fort pour résister très longtemps. C'est le cas de Darlene, une adolescente que les secours français ont sortie des décombres 15 jours après le tremblement de terre. Encore, allez-y, encore. On a pu accéder relativement facilement à la victime puisque en 1 heure de travail à peu près, on avait pu créer le trou qui a permis donc d'accéder à Darlene et de la sortir donc des décombres. Avec, vous vous imaginez, les mois aux alentours du site, il y avait, je pense, 300, 400, 500 personnes, il y avait des dizaines de médias. Et donc, on a pu sortir cette victime que l'on a très vite positionnée dans une ambulance haïtienne d'ailleurs. Et ensuite, donc, Darlene, nous l'avons fait évacuer vers l'hôpital que nous avions mis en place, un hôpital de campagne que l'on a emporté donc de métropole jusqu'à Haïti. Et ensuite, Darlene a été évacuée sur un bâtiment français qui s'appelle le Sirocco, qui donc dispose de lits d'hospitalisation et de moyens d'hospitalisation qui lui ont permis de se refaire une santé. Et plusieurs semaines après que nous soyons partis, je sais qu'elle était en bon état de santé, je pense qu'elle l'est toujours. Cet exemple de survie au-delà de 15 jours est très rare. Notre planète nous ramène souvent à une dure réalité. La force de la Terre nous dépasse. Nous devons réapprendre à vivre avec ces colères comme en Islande et surtout en Haïti, où le prix à payer par les hommes est très lourd.